J'ai un scoop, tout le monde pensait que Mephisto allait débarquer dans WandaVision, à tel point que dès qu'il y avait un gravier ou une feuille qui avait l'air d'avoir les sourcils froncés, tous les théoriciens du game s'enflammaient, hein, mais il devait venir, mais il a été empêché, il a été retenu par le rappeur Lil Nas X qui lui faisait une petite lap dance, et apparemment ça ne se refuse pas, hein, d'autant qu'en plus ça a mal tourné, hein, il lui a brisé le cou pour prendre sa place et en plus sortir des chaussures nommées les chaussures de Satan, alors qu'on sait tous très bien qu'il n'y a qu'une seule paire de chaussures qui peuvent prétendre à ce titre, ce sont les Crocs. Un sacré délire. Hein. Bon, cette semaine, j'ai l'honneur d'avoir été interviewé dans le trimestriel Vivre Marseille, un magazine dédié à notre belle ville. Donc j'ai droit à 2 pages avec une petite interview. On me décrit comme ce minot de Mazargues, jadis perdu devant la feuille des vœux d'orientation qu'on lui tend en 4e. Ça me va tout à fait. Hein. Et donc je tiens à remercier mon poteau Hervé, Nadège, la journaliste, pour avoir rendu cela possible. Et puis le sang, hein, Pablo, Floyd Renton, le photographe, qui est venu au pied levé, hein, pour faire un petit shooting, pour avoir des photos fraîches et dans Marseille. Et là, bon, la photo était recadrée, on ne voit pas, mais les plus œils de faucon parmi vous reconnaîtront le Zarmatelier, hein, devant lequel j'ai posé, qui est le collectif de dessinateurs marseillais fondé par mon poteau Bruno Bessadi et Richard Di Martino, que j'embrasse et qui regroupe pas mal de talents dessinateurs à Marseille. Et d'ailleurs, breaking news, vous vous souvenez de l'artbook Le Lion Barbare de Bruno Bessadi? Eh bien, ce n'était qu'un échauffement puisque ce dernier a annoncé son prochain projet, hein, qui s'intitule L'Ogre Lion, à paraître chez Draco, scénarisé et dessiné par Bruno Bessadi. C'est le projet d'une vie, un projet qu'il a en tête depuis qu'il est tout petit, et donc je pense qu'on n'est clairement pas prêt. Ça va peut-être lui mettre la pression que je dise ça, il va peut-être pas vouloir, mais je le pense vraiment. Je vous mets le lien dans la description de l'Instagram de Bruno pour suivre un petit peu le développement de cette BD. Croyez-moi, on aura l'occasion d'en reparler sur cette chaîne, hein, puisqu'ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, hein. C'est le 290e JT Comics. Souvenez-vous comment après Avengers, l'ère d'Ultron, un responsable de chez Disney avait bloqué les figurines, les jouets pour enfants à l'effigie de Black Widow. Puis, quand les Gardiens de la Galaxie sont sortis, c'était au tour de Gamora, hein, tout simplement parce que les garçons ça veut pas jouer avec des figurines de filles, c'est caca, hein, en attendant. Je suis très content de voir que Disney a sorti, après seulement 2 épisodes du Faucon et du Soldat de l'Hiver, des tonnes de produits dérivés à l'effigie de ce Captain America, dont le A sur le costume est clairement là pour signifier AliExpress. Et sans plus attendre, on passe aux news de la semaine. Génie. J'étais tranquille en train de lire mon petit Marie-Claire, il y avait un dossier sur l'épilation qui m'intéressait, ainsi qu'un article intitulé « Oser le reconfinement feignant, éloge de ne rien foutre en temps de pandémie ». J'allais plonger dans l'oisiveté quand d'un coup je reçois une notif, hein, où je vois qu'un ingénieur a construit un déguisement mallette entièrement fonctionnel. Et attention, un déguisement mallette, ça n'a rien à voir avec Carlos Ghosn qui s'enfuit du Japon dans la soute d'un avion. Ah, non, c'est le déguisement que porte Tony Stark, hein, Iron Man, dans le 2e opus du MCU. Alors évidemment, c'est pas comme dans le film, mais là vous oubliez les effets spéciaux, hein, et le costume recouvre quand même la quasi-intégralité du corps de son porteur, hein. Il y a même un lance-flamme ainsi qu'une lumière qui sont intégrées et fonctionnelles, donc ça force quand même le respect. Donc je me suis de suite enlevé le foin que je m'étais planqué dans les poils pubiens, hein. J'ai décommandé les 2 chèvres, épilation écolo, tu juges pas. Et puis je me suis remis au travail avant qu'ils nous sortent une vidéo Endgame. J'ai trouvé comment voyager dans le temps comme Tony Stark. L'Escadron. Les comics sont une source inépuisable d'idées pour les réalisateurs de films et de séries, hein. La preuve, c'est que Tokyo Ghost, hein, le comic book de Rick Remender, de Sean Murphy, colorisé par Matt Hollingsworth, va être adapté par Kari Fukunaga, le réalisateur de Mourir peut attendre, au moins autant que la sortie, hein, du prochain opus de James Bond. On est dans le futur, l'humanité est ultra connectée, hein, accro au buzz, à tel point que des sociétés sont chargées de l'organiser, hein, et 2 de ces agents vont se retrouver dans une zone entièrement dénuée de technologie, à Tokyo. Je vous en dis pas plus, je vous laisse lire les 2 tomes chez Urban Comics, hein, et j'espère que Sean Murphy sera impliqué au moins dans la conception des concept art du film, hein, parce que ça risque d'être complètement épique. Sinon, c'est clairement DC qui occupe le terrain ciné avec les retombées de la Snyder Cut, hein, et donc les fans hardcore qui vont mettre des sales notes au film Kong versus Godzilla, hein, pour restaurer l'univers de Snyder. Je suis pas sûr que ça soit la meilleure méthode. Bon, on a déjà perdu 1 heure ce week-end, donc j'ai toujours pas trouvé les 5 nécessaires, hein, pour regarder la Snyder Cut, hein, mais j'ai fini BVS en édition version longue évidemment, hein, mais bon, je suis quand même très frustré, hein, très partagé entre
le choix qu'on nous propose, qui est cohérent avec la vision de Snyder, mais qui ne me convient pas personnellement, et l'interprétation, les images qui sont sublimes, notamment le Batfleck, qui est convaincant à 10 000% pour moi. Dommage qu'il soit perdu, et vive Alfred. Je vous laisse regarder l'excellente vidéo du Rebeu des Bois sur le film. Alors c'est nuancé, c'est pertinent je trouve, et je vous mets le lien dans la description. Et DC cherche peut-être à s'extirper de cet univers de Snyder via peut-être Black Adam qui sortira le 29 juillet prochain. Enfin ça c'est The Rock qui l'a annoncé en disant que l'échelle de pouvoir chez DC Comics allait changer. Alors fais attention parce que tout en haut de l'échelle de pouvoir il y a la Warner, et ça même tes gros biceps et ton scrotum ne pourront rien y changer. En attendant, la bonne nouvelle c'est que c'est un 00 qui se chargera d'incarner le Dr Fate à l'écran dans Black Adam, Pierce Brosnan, qui on ne sait pas quelle version il incarnera, mais probablement la plus ancienne on va dire cet enfant qui est littéralement kidnappé par celui qui tue son père, un grand sorcier du nom de Naboo qui lui lave le cerveau. C'est toujours sympa, c'est joyeux. C'est l'un des sorciers les plus puissants de l'univers d'ici, avec John Constantine, ne l'oublions pas, s'il vous plaît. Et on va voir un paquet de films d'ici en quelques mois à peine, puisqu'en plus on a vu le trailer de la Suicide Squad, sauce James Gunn, mi-reboot, mi-pas reboot, enfin je sais pas du tout ce que ça va donner, mais néanmoins c'est exactement ce à quoi on pouvait s'attendre de la part de celui qui nous a offert les Gardiens de la Galaxie, et qui là n'a pas à se soucier de savoir si on va valider ses blagues ou non, c'est pas Mickey au-dessus. Et moi ce qui me plaît avec James Gunn, c'est qu'on sent l'amour et la fidélité pour le matériau source, les comics, notamment la première série de la Suicide Squad, qui a été cristallisée par le scénariste John Ostrander entre 87 et 92, il y a les costumes, il y a les dialogues un peu kitsch, il y a la tonalité globale, et d'ici n'oublie pas ses créateurs justement, puisqu'on voit, et j'espère qu'il y a eu compensation financière, mais déjà c'est cool de voir un petit caméo de John Ostrander en personne, derrière savant, dans le laboratoire, qui maîtrise le geste du proctologue, et justement qui pensait l'avoir dans le cul, c'est Patrick Zircher, qui a bien vu qu'on a utilisé son propre design du Thinker, qui dit qu'à 99,9% de chances qu'il ne soit pas crédité. Jim Lee lui répond en lui disant qu'il sera à 100% dans le générique, et c'est très très bien. On a l'impression que Peter Capaldi a plongé la tête la première dans une piscine de tournevis sonique. Bon, sinon on sent clairement qu'il y aura 2 escadrons, et que un sera suicidé peut-être plus vite que l'autre, mais moi entre King Shark, que j'aime d'amour, et Starro, on sent que les lobbies des fruits de mer et de la pêche ont bien graissé l'aileron de la Warner, et il me tarde de voir ça, et je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Cours et jardin, encore une news insolite qui fera rire les plus taquins, mais Marvel s'associe avec Ian Dosher pour écrire tous les films Avengers jusqu'à Endgame, comme s'ils avaient été écrits par William Shakespeare, donc le dramaturge anglais sujet à controverse, donc il y aura de la rime, une métrique, probablement le pentamètre iambique, ces vers à 5 pieds qui sont très très courants dans toute l'œuvre de Shakespeare, qui comportait déjà pas mal de références au MCU. Mon corps est un jardin, ma volonté son jardinier, ça c'est Groot. C'est un malheur du temps que les fous guident les aveugles, ça c'est un easter egg pour teaser une future collaboration entre Moon Knight et Daredevil. Qui meurt, paie ses dettes, ça c'est un moyen de nous rappeler qu'on doit tous de l'oseille à Jean Grey. Bref, le projet sera illustré par Danny Schlitz, et l'auteur n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'il avait déjà adapté une partie de l'univers Star Wars à la William Shakespeare. Alors il faudra voir ce que ça donne à la longue, je suis pas sûr du coup. Et pour ceux qui veulent du vintage sans remonter à l'époque victorienne, simplement s'arrêtant à l'époque de Victoria la reine, mais Victoria Beckham, eh bien Marvel va adapter en audiobook une série de livres en prose qui était sortie en 78-79, qui avait été écrit par des auteurs de l'univers Marvel, Danny Fingeroth, David Michelini, Marv Wolfman et j'en oublie. Et ça commencera avec Doomsday, un récit de Marv Wolfman, une histoire des 4 fantastiques, classique. Dans le 1000, il est de retour dans la Snyder Cut, mais avant ça, Deathstroke avait connu son heure de gloire dans un récit considéré comme une pièce maîtresse des New Teen Titans, de Judas Contract, par Marv Wolfman et George Perez, dans laquelle les lecteurs découvraient avec effroi la trahison de Tara, 15-16 ans, qui en fait est de mèche avec Deathstroke, qui avait la bonne cinquantaine à l'époque et qui était envoyé par le mercenaire pour détruire les titans de l'intérieur. Sauf qu'elle s'adresse à son allié, qu'à l'âge de son père, en l'appelant Honey, chérie, lui répond My dear, donc chérie aussi, et moi la dernière fois que j'ai essayé d'appeler mon responsable mon chéri, croyez-moi, j'ai fini au chômage. Donc ils décrivent une relation très ambiguë, qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, qui a déjà fait polémique, d'autant que de nombreux auteurs se sont succédés pour revisiter l'événement, et que, bon, c'est jamais
jamais du hentai, hein, mais on voit clairement les deux dans des postures qui sont assez équivoques. Christopher Priest, qui aime beaucoup le personnage de Deathstroke, hein, qui a écrit Terra dans son lit, nu, qui fume, et bon, Deathstroke qui la renvoie, mais qui admet un baiser avec elle. Enfin bref, il prend la défense de sa créature, hein, en disant que bon, il défie sexuellement active. Il y en a des très jeunes, hein, regardez, hein, dans Taxi Driver, c'est une prostituée de 12 ans, hein, et donc il y en a qui se servent de leur sexualité comme d'une arme, hein, pas sûr que ça tienne, hein, si jamais vous avez un cinquantenaire qui est face à la famille d'une jeune fille avec laquelle il vient de coucher, qui lui dit non mais vous savez, votre fille était armée, sa sexualité, moi j'ai rien pu faire. Encore que Priest serait capable de dire que ces filles-là n'ont justement pas de famille, pas de repères, hein, raison de plus pour les protéger, hein, et qu'elles ne servent pas de Kleenex à des vieux qui sont incapables de séduire des femmes de leur propre âge, hein, parce qu'elles connaissent toutes les vieux tours. Mais rien à faire, un Priest refuse de qualifier Slade Wilson de pédophile, et en revanche, un qui n'a pas peur des mots, hein, c'est John Ridley, le scénariste oscarisé de 12 Years a Slave, qui a sorti son Notre histoire de l'univers d'ici, hein, et c'est peut-être pour ça que le projet a été mis au frigo pendant quelques temps. Dans le chapitre 3, il parle de cet épisode et en ces termes, il dit « Pratique comme l'histoire trouve le moyen de blâmer la victime. Slade Wilson a violé Tara Markov, pas en usant de la force physique. Il a contraint une jeune femme déséquilibrée mentalement à avoir des relations sexuelles avec lui, de façon répétée, et Slade a utilisé cette domination sexuelle pour manipuler Tara. En gros, Tara a été soumise à un trafic. Slade était un criminel notoire, mais il y avait une légion d'hommes respectables, de géants du commerce, de la politique et des médias, qui utilisaient avec une horrible régularité leur position influente pour traîner les femmes dans la pénombre de la société et leur infliger ce que Slade a infligé à Tara. Des années durant, Brion, c'est le demi-frère de Tara, Géoforce, a dû endurer qu'on se souvienne de sa demi-sœur telle une sociopathe fourbe. Chose d'autant plus pénible qu'on vouait à Deathstroke un véritable culte pour son côté dur à cuire et mal alpha, hein, mais il a rarement été désigné pour ce qu'il était, un violeur pédophile. Tara méritait mieux que cela et elle méritait qu'on se souvienne d'elle comme meilleure que la nature à laquelle elle a succombé, mais ce sont les vivants qui écrivent l'histoire, pas les morts. John Ridley, mesdames et messieurs, hein, moi je suis assez abasourdi que DC ait validé cela, hein, je trouve ça très courageux qu'ils n'aient pas mis la poussière sous le tapis, hein, un petit peu comme Marvel avec des oui mais, hein, comme Marvel avec Mockingbird, avec Gwen Stacy et Norman Osborn, et en tout cas ça risque de soulever pas mal de débats et on va voir comment ça s'articule, hein, pour le Deathstroke en continuité. Total Comics. Et dans l'actu comics sous tous ses angles, cette semaine, on se rappelle d'une époque où quand DC te demandait de voter, c'était pour savoir s'il fallait tabasser un adolescent à coups de pied de biche ou lui laisser la vie sauve. C'était pas le montage de Snyder, mais clairement le démontage du Joker. Mais DC semble s'être adouci, puisque là, il propose de voter, mais c'est pour baptiser le chien de Nightwing, hein, qui vient d'adopter dans sa série régulière, un chien à 3 pattes qu'on ne peut malheureusement pas choisir de nommer Rocco ou Tabouret, puisque les prénoms sont imposés, c'est soit Hailey, Blue, Hope ou Shadow. Mais ici c'est le comics, c'est pas d'ici, donc je vous laisse me faire vos meilleures propositions dans les commentaires. On continue avec les grands messes des comics, hein, les fameuses conventions qui sont à l'arrêt ou alors exclusivement en ligne depuis la période de la crise sanitaire. Hein, et bien sachez que la plus grosse d'entre elles, la San Diego Comic Con, a annoncé en plus de sa version virtuelle en été, hein, la date habituelle, et bien un événement spécial physique qui se tiendrait en novembre, pendant le week-end de la Thanksgiving. Hein. Alors ça a fait grincer pas mal de dents puisque c'est un week-end traditionnel là-bas et que avec la vaccination, si ça continue comme ça sera peut-être la première année depuis la crise sanitaire où les gens pourront se retrouver en famille. Et là-bas c'est assez important, donc on va voir qui c'est qui préfère Mamie Moustache ou qui c'est qui préfère Jane Foster. Et enfin c'est un événement historique, hein, puisque DC l'a fait au mois de mars de l'année dernière. Et bien c'est désormais au tour de Marvel de mettre fin à 24 ans d'un partenariat exclusif entre eux et leur distributeur, hein, de comics qui a provisionné les libraires, hein, Diamond Comics, hein, et ils partent chez Penguin House, hein, donc qui a des meilleures conditions clairement financières, hein, peut-être qu'ils couvrent plus de territoire avec des librairies qui sont non spécialisées comics, mais les comic shops qui sont habitués à passer exclusivement par Diamond pourront continuer à le faire, et Diamond se retrouve en position de sous-traitant, hein, c'est un petit peu comme si tu continuais d'aller faire le ménage, hein, chez ton ex qui t'a quitté pour quelqu'un d'autre, et avec près de 220 millions de dollars, hein, de comics vendus aux libraires en 2019, hein, eh bien ça risque de faire un sacré trou dans les finances de chez Diamond, et on espère surtout que ça ne nuise pas aux plus petits distributeurs, dont certains se sont déjà barrés ailleurs, mais bon. Lisez, cette semaine j'ai continué d'éponger
la masse de travail que j'avais. Et puis je suis content parce que je me suis enfin mis à la traduction de No One's Rose de Zach Thompson, Emily Horn et Alberto Albuquerque. Et en préliminaire, pour faire mon travail de recherche, j'ai lu La vie secrète des arbres. C'est par Peter Wolleben, hein, les bennes, ça s'invente pas. C'est un ouvrage qui décrit comment en fait les forêts ne sont pas simplement une juxtaposition d'arbres inanimés, hein, mais des super organismes, tous reliés entre eux souvent par les racines. Il y a des échanges de nourriture, de plein de choses qui se font, hein, notamment avec des racines qui sont recouvertes de champignons. Je peux vous assurer que ma prochaine mycose, je la verrai tout autrement. Quand ça vous fait vraiment changer d'avis, hein, sur la forêt, il y a des choses merveilleuses qui s'y passent. Ils sont très solidaires, ils ont tout à fait compris des choses qu'on n'a peut-être pas compris nous en tant qu'être humain. Ça me permet de creuser un imaginaire, de trouver un certain vocabulaire pour traduire ce comic book dans lequel, hein, l'anthropocène, donc les conditions de vie qui permettent à l'homme d'exister, s'est effondré. On vit le dernier bastion, c'est un arbre, une bulle autour d'un arbre qui permet les conditions de vie à l'homme. Et il y a un frère et une sœur. Elle travaille plutôt à la cime, hein, donc dans les sphères avec le pouvoir puisqu'elle est bioscientifique. Lui, il est plutôt à la racine, hein, il a les mains dans la merde clairement. Donc ils ont deux visions de cette société qui s'est créée assez différentes, deux visions également de la révolution qu'ils souhaitent mener différentes, et c'est ça qui va se jouer. C'est excellent, ça sortira chez Comics Initiative, hein, qui sont en train de cartonner avec la campagne Money Shot, hein, donc cette campagne qui mélange des chercheurs en manque de crédit pour leur recherche, en manque de finances, et donc ils vont se tourner vers le porno alien. Mais vu comme le monde se goraphise en ce moment, je prie pour que ça reste une fiction pendant encore longtemps. Et attention, sont actifs actuellement, hein, je vous mets le lien dans la description, 2 concours pour gagner les 2 premiers bébés qui sortiront le 1er avril de l'éditeur 404 Comics, hein, Dunce et Big Girls, donc précipitez-vous pour aller participer. Et puis je vous laisse me dire ce que vous lisez, hein, ce que vous geekez, hein, puisque c'est la fin de ce JT. Je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux à vous y intéresser, ça fait chaud au cœur, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer à vos stories Instagram, à être nombreux à échanger sur Discord, hein. Merci à tous, n'hésitez pas d'ailleurs à réagir sur Facebook où je réponds à chacun d'entre vous dans les commentaires, hein, ou bien sur les réseaux sociaux. C'est là que vous me laissez aussi vos petits messages pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté. Hein, El Pueblo Unido jamás será vencido. Je vous embrasse, prenez soin de vous et rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Bon, je crois qu'avec le printemps, les fabricants de statues perdent tout respect pour nos porte-monnaies puisque les projets bourgeonnent. Hein. Ce buste de Spider-Man en grandeur nature, ce Darkseid d'1 mètre avec sa bannière, ce Thor qui me rend complètement marteau. Moi, j'ai la sève en demi-molle, ça bouillonne. Hein, je vous le dis, heureusement qu'il y a ce Johnny Walker que je regarde en boucle pour pouvoir dessouler.